Elle a levé les yeux, elle a vu 60 000 personnes en face d'elle, elle m'a dit « Papa, j'ai hyper peur là ». Aujourd'hui, je reçois le DJ, producteur, auteur, compositeur, interprète et entrepreneur Martin Solveig. Pour cet épisode un peu spécial, je lui ai proposé quelque chose d'un peu fou, à savoir faire venir son épouse Léa, afin de croiser leurs regards sur son parcours et de partager les coulisses de leur vie à deux. Quand le Covid est arrivé et le confinement, c'était la première fois de notre vie qu'on passait plus de 3 semaines d'affilée ensemble. On avait déjà 2 enfants. Ensemble, ils racontent comment garder un équilibre quand on passe 150 jours par an en tournée, l'impact de la célébrité sur leur quotidien et la manière dont ils se soutiennent sans pour autant vraiment travailler ensemble. Je crois qu'un des meilleurs conseils qu'il m'a donné, c'est de me dire « mais attends, mais lance, et puis si tu te plantes en fait, tout le monde aura oublié demain ». Martin partage aussi dans cet épisode son regard critique sur les réseaux sociaux et explique comment l'audio, le son justement, joue un rôle absolument clé dans le développement de l'empathie, de la créativité et de l'imagination, notamment pour les enfants. L'audio, c'est le média de l'avenir. Cette année, 2 millions d'heures d'écoute d'histoire audio sans écran pour les petits abonnés d'Alma Studio. C'est pas mal, c'est un vrai chiffre. Au-delà des conseils, attendez-vous à des éclats de rire, quelques confidences, un scoop et, je dois vous dire, une sacrément bonne dose d'énergie. Je vous laisse maintenant avec ma conversation avec Martin Solveig. Moi, je lui dis toujours à Martin, franchement, je suis le meilleur deal pour toi sur le marché, quoi. Ma chère Léa, mon cher Martin, je vous remercie d'avoir accepté cet épisode absurde. Cet épisode qui est pour moi une nouveauté. Un épisode à 3 où j'aimerais parler de votre parcours à 2, de votre parcours tous les deux surtout, de comment vous êtes entraidés, comment vous êtes coachés sans qu'on le voie. Et parce que je suis assez convaincue que dans la vie on peut réussir bien sûr beaucoup de choses, mais que ce qui compte aussi c'est les personnes qui nous entourent. Et donc je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Alors, si ça vous va, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer tout de suite par se projeter dans un moment qui, je pense, a été très important pour vous deux, à savoir ton dernier jour sur scène, puisque tu as décidé il y a quelque temps maintenant d'arrêter la performance. Est-ce que tu peux me raconter, Martin, déjà pour commencer, pourquoi cette décision ? Et puis ensuite, je vais te demander plutôt, Léa, comment ça s'est passé réellement ? Alors, j'ai effectivement choisi c'est quasiment depuis le Covid. Le Covid a été un peu un tournant pour ma carrière musicale, artistique, et je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit que un dernier chapitre serait génial, mais que ce serait bien que ce soit le dernier. Et donc je me suis préparé sur plusieurs années, ce qui m'a vraiment permis de profiter des 2-3 dernières années et de faire tout ce que j'avais envie de faire dedans. Et il y a eu une petite surprise en plus qui est venue s'ajouter, c'est la clôture des Jeux Olympiques, qui a été un très très grand moment de ma carrière, parce qu'en plus j'ai eu la chance d'être le dernier artiste à passer. J'en suis encore ému quand j'en parle. Et effectivement, je m'étais programmé en 2025 de faire un seul concert et d'en faire un petit peu le moment, le clap de fin. Et je voulais partager ce moment beaucoup avec les fans, avec qui j'ai pas mal échangé, parce que il y avait ce sujet, bien sûr, leur proposer quelque chose pour se dire au revoir, et puis emmener mon épouse, mais aussi surtout nos filles, sur scène, pour qu'on ait ce souvenir du dernier show, Martin Solveig solo, sur scène. Alors évidemment, j'ai eu beaucoup de chance, puisque ce projet a séduit les Vieilles Charrues, qui est à ma connaissance un des vraiment meilleurs festivals français, un des tout meilleurs, et donc j'étais très heureux de pouvoir faire ça là-bas. Je savais qu'on allait s'éclater, ça a été un moment magique. Et effectivement, le dernier quart d'heure, il y a d'ailleurs, la vidéo est disponible, le dernier quart d'heure, on est tous ensemble, Léa, donc mon épouse, mais nos 2 filles, les gens qui m'ont accompagné dans ma carrière, on est une vingtaine à peu près sur scène, les gens importants, l'équipe entre guillemets, pour qu'on communie avec le public sur ces dernières minutes. Et le public est au courant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dès le départ, ils savent que tu vas... Le public était au courant que c'était mon seul show de l'année, mais n'était pas au courant de plus, et donc je leur ai expliqué à peu près aux 2/3 du concert. Et la réaction ? Ils étaient surpris, mais c'est, je crois. J'imagine, ouais. Mais ils étaient contents parce que ils adorent leur festival. C'est un festival breton qu'on apprécie sous le soleil, mais aussi sous la pluie. Donc ça crée évidemment une connexion, un lien très fort avec ce festival. Et
ils étaient évidemment contents que quand dans un festival, quand il se passe un truc un peu spécial, c'est toujours sympa. Pourquoi cette décision? Je vais te demander à toi, et puis après, je vais te demander à toi, Léa, comment tu l'as vécu, et j'imagine comment vous en avez discuté aussi, parce que j'ai l'impression que c'est une décision que tu as maturée pendant des années. Oui, bien sûr. Je suis arrivé un peu au bout d'un grand chapitre, et la suite était pas très claire pour moi. Et en revanche, j'avais beaucoup d'autres envies. Proche de la musique, production de musique pour les autres, évidemment les histoires audio d'Alma Studio dont on va parler, qui est mon grand projet actuel, des projets dans le cinéma, plein d'autres trucs. Et je me suis dit, en fait, le temps étant la chose la plus précieuse qu'on a, il faut pas que j'attende trop si je veux pouvoir avoir la chance de développer certains autres projets avant d'être trop vieux. Et donc, je me suis dit, bah voilà, le moment est bien. Tu avais le sentiment d'avoir fait le tour sur la musique électronique? Non, on n'a jamais fait le tour ni sur la musique électronique. Évidemment, le tour de l'histoire de Martin Solveig, peut-être, et en tout cas Martin Solveig solo certainement, puisque la décision est prise. Je m'interdis pas. C'est peut-être le seul truc de comeback dans la musique, de peut-être monter un groupe avec des artistes que j'aime bien et revenir sous un autre nom. D'accord. Tu vois, on saura qu'il y a Martin Solveig dedans, mais sous un autre nom de groupe pour faire peut-être autre chose avec peut-être une autre musique. Ça fait partie des choses qui pourraient se faire ou pas. Et alors toi, Léa, cette période-là, vous êtes déjà mariée. Comment est-ce que tu la vis? Comment t'accompagnes aussi ce cheminement? Parce que c'est un changement de vie aussi. J'imagine que ça comportait quand même beaucoup de déplacements, le fait d'être en solo. Enfin, il y a quand même beaucoup de contraintes qui sont liées quand même à un métier comme celui-ci. Donc, c'est pas une décision à prendre à la légère. Comment tu accompagnes déjà la décision? Et puis ensuite, je veux bien qu'on parle du moment aux vieilles charrues. Alors, la décision et le mode de vie. Alors, le mode de vie, il faut que tu saches que nous, quand on s'est rencontrés en 2009, on s'est rencontrés en 2008 et on est ensemble depuis janvier 2009. Quand le Covid est arrivé et le confinement, c'était la première fois de notre vie qu'on passait plus de 3 semaines d'affilée ensemble. On avait déjà 2 enfants. Donc c'était la grosse blague de mes amis. C'était genre, est-ce que vous allez survivre, quoi? On a survécu. Et c'est vrai que ça a été le début d'un changement de rythme, même si Martin avait déjà réduit par palier depuis l'arrivée de notre première fille. Et écoute, on s'était beaucoup construit au début parce que moi je bossais et je voyageais beaucoup à l'époque où on s'est rencontrés. À l'époque, tu étais directrice marketing chez Van Cleef. Quand on s'est rencontrés, j'étais encore chez Givenchy. Et mais après, ouais, j'ai été dans plusieurs boîtes et je voyageais beaucoup et on s'était construit sur cette indépendance. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est aussi un travail et une mue dans le couple de faire évoluer notre relation pour être vachement plus ensemble, en fait. Ce qui est plus le quotidien d'autres couples, pour nous, bah, c'est un peu une découverte. Et ça se passe bien pour l'instant. vous supportez encore? On se supporte bien. Non, mais je vais dire un truc un peu bizarre, mais nous, en gros, d'avril à octobre, hors vacances, et encore pendant longtemps, Martin, même pendant les vacances, il bossait, on n'avait jamais un week-end ensemble. J'allais jamais à un mariage de potes. Tu exagères un peu. Tu sais que tu exagères un peu. Tu le sais. Il y en avait 2-3 par an, quoi. Non, il y en avait quelques-uns parce que justement, il y avait un peu une règle non officielle du un week-end par mois. D'accord. Un week-end par mois sans show. Mais donc, sinon, il faut quand même visualiser que tu étais en show tous les autres week-ends. Donc, t'as quand même 3 week-ends par mois où tu travailles. Du coup, tu construis ta vie sauf différemment. Sauf au cœur de l'hiver. Sauf au cœur de l'hiver. Je te parle, j'ai dit de mars à octobre. C'est vrai. Et puis bon, il faut quand même. Moi, je veux pour nos auditeurs, je veux quand même être un peu précis. Hein, je pense que c'est bien. Et honnête, vas-y. Voilà. Quand on s'est rencontrés les premières années, je faisais 150 dates de 150 shows par an. Et là, on n'avait pas d'enfants. Voilà, ça c'était l'étape du début. C'était la période un peu difficile. C'était la période la très rock'n'roll où ça nous arrivait de nous retrouver dans un autre pays ou sur un autre continent. C'était très marrant, franchement, sans enfants, c'était vraiment ça c'était très rigolo. Après, il y a eu une année très joyeuse et très difficile qu'est l'arrivée d'Alma, notre fille en 2014, où là, j'avoue, j'avais pas pris la mesure.
de ce que vraiment ça voulait dire. Je m'étais donné 3 mois. J'avais pris un bon congé. J'avais pris un bon congé paternité suédois plus. Voilà, magnifique. 3 mois sans rien. J'avais tout fermé. J'avais prévenu tout le monde. J'avais dit, c'est même pas la peine, ne m'appelez pas, je n'existe pas. Je passe les 3 premiers mois avec ma fille. Et après, j'ai repris à fond. Donc 150 dates par an. Et aussi, non, à peu il y a près. un petit peu moins, mais 730. parce que j'ai enlevé 3 mois. Mais à cette époque-là, j'avais double résidence Las Vegas et Ibiza. Ouais. Et notamment, et donc le premier été d'Alma, là, on s'est mis vraiment dans le rouge. Moi, j'étais salariée. On se voyait le lundi soir quand je rentrais du bureau et le mardi matin avant que je parte au bureau. En gros, de avril à octobre, quoi. Non, ça n'allait pas. J'avais pas pris la C'était mesure, voilà. Là, c'était un peu abstrait, le couple. Donc là, il a fallu que Martin qui Léa fasse un peu le roseau, voilà, et très vite. Alors évidemment, on s'engage quand t'es artiste, tu t'engages quasiment sur l'année qui suit. Donc avant de recadrer, fallait passer déjà. On a assez vite compris que ça allait être compliqué, mais il fallait passer l'été. Oui, t'avais été voilà, obligé d'attendre. Le premier été d'Alma, ma petite puce. Et bon. On a survécu, on s'est dit voilà, mais je t'ai dit tout de suite, dès 2015, on change de braquet. Voilà, j'ai enlevé une bonne 50aine de dates déjà. J'ai enlevé des tournées, pour déjà libérer du temps et comme tu l'as dit, par palier pour arriver à la fin. Voilà. Tu l'as perçu comme un sacrifice, le fait de devoir pour ta famille, qui est ton choix. Hein, non, parce qu'en fait, c'est arrivé au bon moment, c'est arrivé tard. J'ai eu ma première fille assez tard parce que j'avais 38 ans. Et donc, j'avais eu la chance de faire tellement de trucs avant que et j'étais tellement heureux de son arrivée que, en revanche, j'ai acté l'idée que l'intensité de ma carrière ne serait plus la même et que je pourrais plus être dans cette catégorie d'artistes à très haute intensité, et j'étais content de faire ce choix. Voilà. Mais c'est vrai que oui, il y a quand même un renoncement. Parce que forcément, quand c'est comme dans toutes les choses, quand tu es vraiment dans la haute intensité, dans le je sais pas, t'appelles ça comme tu veux, tu es tenu de faire toutes ces choses, de faire ces dates, de faire la tournée australienne, de faire la tournée Amérique du Sud, de faire un certain nombre de choses aux États-Unis, parce que c'est comme ça que tu construis ton rayonnement d'artiste international. Et forcément, à partir du moment où tu commences à enlever des choses, tout de suite, un certain nombre d'acteurs de la profession te disent, ok, on va prendre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est disponible. Voilà. Mais c'est ok parce qu'après ça faisait déjà presque 20 ans de carrière à ce moment-là. Donc à chaque âge son délice. Pour revenir aux vieilles charrues, vous êtes sur scène. Comment est-ce que toi tu le vis, le fait d'être, c'est normalement pas quelque chose. Tu l'avais déjà fait peut-être? Ouais, je l'avais déjà fait moi, de monter sur scène, mais discrètement derrière Martin, notamment quand t'avais fait l'opening de Madonna, ça je pouvais pas ne pas le faire. Incroyable. J'ai eu quelques scènes sur lesquelles je suis montée, mais pas officiellement. Non, là c'était super émouvant d'être là avec les filles qui voient leur papa de manière différente. Et puis il y a un moment avec Alma qui voit l'accomplissement. Pardon, excuse-moi chérie. Je vais le raconter. Ouais, raconte. Et surtout aussi, ce qui était super, c'était d'avoir toute l'équipe de Martin, parce que Martin, il faut savoir qu'il est très fidèle aussi en amitié et en collaborateur. Et il y avait avec nous des gens avec qui il bosse depuis 20 ans. Et en fait, on a fait tout un week-end un peu colo, fin de ce chapitre. C'est pas fin de carrière, c'est fin vraiment d'un chapitre. Et en effet, il y a eu un moment un peu drôle parce que notre fille aînée, Alma, a cru que Martin l'appelait et elle est allée derrière Martin avant qu'on y aille tous. Et en fait, elle s'en est trop bien sortie. Elle était hyper gênée après, mais sur scène, elle a joué le jeu. Elle est montée sur scène. Elle est partie toute seule parce qu'elle savait qu'à un moment tout le monde allait, et elle est partie toute seule. Elle m'a rejoint et parce qu'elle a cru que je l'appelais. Et elle me dit mais papa, c'est pas maintenant. Je lui dis non mais c'est pas grave, reste. Et puis et voilà. Et en fait là il y a eu un moment un peu fou parce que elle a levé les yeux. Elle a vu 60 000 personnes en face d'elle et elle m'a dit papa, j'ai hyper peur là.
J'ai hyper peur. Et je lui dis, en fait, alors je lui dis tout va bien. Tu vois, de toute façon, moi je m'occupe, je te montre les trucs. Elle a fait quelques petites manipulations pour m'aider un peu pour participer au show. Mais je lui dis, moi je suis là, donc et en même temps, c'est pour moi tout est là, c'est-à-dire qu'elle a vécu ce que moi je vis quand t'es sur scène, ce qui est très rare parce que c'est dans toutes les carrières tu fais pas ça. Et c'est vrai que quand tu le fais beaucoup, quand tu l'as fait beaucoup, tu as une excitation, une adrénaline, plein de trucs, etc. Mais le trac s'en va. Ou en tout cas, il diminue fortement parce que tu sais que ça va, t'es en sécurité, t'arrives à gérer. Mais quand c'est pas le cas, quand c'est la première fois et quand t'as 10 ans, c'est évidemment super impressionnant et c'est une expérience, je pense qu'elle va pas oublier. Mais même pour toi, ça a dû en faire une expérience différente parce que, comme tu dis, t'avais l'habitude plus que quiconque. Et là, tout d'un coup, le fait que t'aies ta petite fille qui débarque, presque t'as eu un moment de stress, non ? Non, ça va parce que elle savait ce qu'elle devait faire, elle devait mixer un titre, c'était jouable, c'était pas très dur techniquement, moi j'étais là pour l'accompagner et puis voilà, là c'est une vraie un vrai souvenir long terme qu'elle va garder. Si tu regardes les images, elle a pas du tout l'air stressée. Non, alors qu'en fait, elle me disait, papa, j'ai super peur. Je lui dis, tu t'en sors super bien. Regarde, franchement, elle avait une super attitude. Et donc, effectivement, visuellement, ça se voit pas, mais ce qu'elle me raconte à l'oreille, c'est resté. J'ai adoré. C'était trop bien. Et non, tu me demandais sur la décision en elle-même. Ça, en fait, déjà cycliquement. Martin, quand il revenait de tournée d'été, il était toujours épuisé. C'est une grosse blague, running joke avec ses amis. Déprimé. Toujours déprimé parce que fatigué. Et il voulait toujours arrêter en octobre. Et en c'était octobre, tous les mois d'octobre, j'avais droit à mon non, de toute manière, j'arrête ma carrière et tout. Bon. Parce que juste pour qu'on visualise, ça ressemblait à quoi une tournée d'été en termes de nombre de dates, d'heures passées, de nuits aussi peut-être? Ah bah de nuit, oui. Ouais. Et parfois il avait c'est à peu près 50 shows par jour. C'est 50 shows sur 2 mois avec des jours off et des jours où tu en fais 2 dans la journée, ouais. Et où tu te couches tout le temps à quelle heure? Ça peut être tard. Ça peut être tard. T'as pas trop d'horaire là. Mais vers 4-5 heures quoi. Ah bah plutôt 7 heures si t'es non, 7 heures c'est Ibiza. C'est quand même le cas particulier. Les autres choses c'est quand même beaucoup plus tôt, mais Ibiza c'est fou. Ouais. C'est très tard. Et donc, les gens ils aiment. Je connaissais un petit peu la petite musique, mais c'est vrai qu'après le Covid, ça a changé. Et en fait, ce qui manquait à Martin, je pense, c'était un autre projet où s'exprimer créativement. Et en fait, avec Alma Studio, qu'il a monté à partir de 2019, bah, il avait, en fait, cet autre projet. Donc, quand là, il a recommencé sa petite musique, j'ai compris que là, ça allait vraiment être le cas. Et je pense qu'il y a un autre aspect qui était devenu trop encombrant pour toi, d'une certaine manière, c'était les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah parce que ça y est, elle a mis les pieds dans le plat là. Mais c'est non, bien. J'y vais ou pas? Non mais vas-y. Parce que en fait, quand t'es un DJ dans le positionnement de Martin face à Bob Sinclair, David Guetta, bah il faut être très présent sur les réseaux. Eux le sont d'une manière que eux ont choisi, qui est beaucoup de vie quotidienne, beaucoup d'intimité et tout. Et nous, notre deal, c'est qu'il n'y a pas notre intimité sur Instagram. Entre vous vouliez pas que ça soit visible, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, bah, il faut trouver un autre. T'as remarqué un peu le deal, hein. Il y a des deals. Non, mais c'est important de le dire. Il y a des deals assez précis. Il y a des petites comme ça, des petites et choses. En fait, bah, du coup, Martin, il a trouvé une écriture qui était la sienne et qui était hyper pertinente et tout, qui était toujours des photos avec un peu d'absurde, un twist. Mais c'est des photos et des idées qui nécessitaient un temps de production qui était devenu supérieur au temps de production de création musicale. Ouais. Et en fait, je crois que t'avais plus du tout envie de ça, non? Ouais. Aussi, parce que t'aimais bien quand même tourner des clips. Enfin, je veux dire, j'ai vu que t'avais été réalisateur de tes clips, donc t'aimes bien l'image quand même. Oui, non, bien sûr, mais c'est les vrai réseaux sociaux, c'est autre chose que le clip. C'est vrai que ma relation aux réseaux sociaux, elle est pas hyper, comment dire, j'ai pas le mot, elle est un petit peu tendue parce que c'est vrai que il y a des choses qui ne vont pas du tout sur les réseaux sociaux et il y a un énorme sujet que
que j'aborde comme ça, je mets les pieds dans le plat directement, qui a été évoqué avec beaucoup de courage par un artiste écossais que j'adore qui s'appelle James Blake, qui a expliqué l'année dernière qu'en fait il comprenait pas que pourquoi quand il postait un contenu qui évoquait la sortie de ses disques ou ses dates de concert, elle s'était vue par 2000 personnes alors qu'il a 600 000 abonnés. Et en revanche, quand il poste une connerie, c'est vu par 1 million. Et alors, bien sûr, il est pas naïf, il sait très bien que les algorithmes considèrent que les concerts et les sorties de disques, ça a un caractère entre guillemets promotionnel, alors que les réseaux sociaux, les algos poussent les choses divertissantes, les choses conflictuelles, enfin bon bref, ça coche aucune case. Mais il a rappelé qu'à l'origine, nous, on a donné nos fanbases à Facebook, à Instagram, aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous, on avait construit en 10, 15, 20 ans une relation avec un public plus ou moins large, et qu'en fait quand on est arrivé dessus, nos fans se sont inscrits à notre page pourquoi savoir quand on allait sortir de la musique et où et quand on allait faire et donc là on est dans un de ces nombreux paradoxes du fonctionnement des réseaux sociaux qui ont commencé à énormément me gêner sur les dernières années. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'utilise toujours les réseaux sociaux, mais je le fais avec moins de naïveté parce que c'est pas des instruments gentils dans un monde de bisounours. C'est des instruments qui sont mis en œuvre pour générer le maximum de profit pour Meta, pour les voilà. Et finalement, ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas vraiment leur sujet. Leur sujet, à la fin, c'est la ligne de profit. J'allais te dire, ils se fichent pas mal, finalement, entre guillemets, des créateurs et des créateurs de contenu. Ce qui compte, c'est leur propre intérêt, quand même. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont aujourd'hui atteint une influence, un impact qui me questionne, que je trouve flippant, je te le dis franchement. Dans la musique, c'est carrément délirant. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans la musique, aujourd'hui, le prérequis avant même de faire un disque, c'est t'as combien de followers sur les réseaux, comment tu vas faire pour pousser ton disque sur les réseaux. En fait, non, attendez, moi je veux sortir un disque. Oui, mais en fait, tu vois, c'est un espèce de prérequis de choses indispensables. C'est intéressant que tu en parles parce que je me permets de t'interrompre. J'ai eu la chance de recevoir aussi d'autres artistes comme toi ou même parfois des entrepreneurs, enfin des personnes en gros qui sont des créateurs au sens large du terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu, je pense notamment Instagram, une telle carte de visite qu'en fait finalement le produit est presque secondaire. Et quand je dis le produit, c'est la musique. Non, mais c'est bien sûr. Et finalement c'est presque plus important d'avoir des followers sur Instagram que de faire un bon produit. Et malheureusement, c'est pas toujours vrai que le nombre de followers est corrélé à la qualité du produit. Ouais, voilà. Bon, c'est franchement, on va pas rentrer trop dans ce débat, mais je pense que tout, ensuite, je pense que ça a été un des éléments déterminants. Mais oui, c'est vrai que ça a joué parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie de dire à ma maison de disques que je respecte et que j'aime et aux réseaux sociaux que en fait, moi, je faisais pas tout ce que je fais pour eux en fait. Je fais ça pour la partager avec un public et que pour moi les réseaux sociaux ça devait être uniquement un moyen mais pas une fin. Et là pour moi il y a un truc qui va pas. Et donc avec toi en plus le deal de ne pas montrer la famille, etc. C'est vrai qu'en plus c'est une contrainte parce que c'est plus facile en fait. Quand tu bien sûr, en fait du coup tu peux pas montrer ton petit déj ou tes enfants déjà. Tes enfants, nous on montre pas les filles sur les réseaux sociaux. Et donc tu dirais que ça a eu un impact donc aussi dans toi ta décision et dans le fait de vouloir trouver autre chose qui t'anime. Parce que tu te reconnaissais plus forcément exactement là-dedans et donc tu as eu envie aussi d'un autre projet créatif. Oui, absolument. Et puis en plus. Juste pour revenir sur ce que tu disais sur la musique, je pense que Martin, là, c'est la fin du chapitre Martin Solveig, mais Martin, il a musicalement plein d'autres champs à explorer, et je pense que la marque Martin Solveig ne lui permettait peut-être pas d'aller explorer d'autres territoires qui peuvent être très divers, de la musique africaine, du classique, et là, le fait de fermer proprement chapitre à un moment où ça marche hyper bien, ça c'était aussi une grosse discussion qu'on a eue de s'arrêter quand c'est encore chaud. Ça va lui permettre d'exprimer.
d'autres choses, je pense aussi. Donc il y a plein de facettes dans cette décision. La réalité de son job qui a changé un peu, la volonté d'exprimer d'autres choses et l'évolution, le fait que t'es monté à Alma Studio et puis l'évolution de notre vie, l'envie d'être plus ensemble aussi, je pense quand même. Ouais. Non Un peu plus que 3 jours par mois. Non, mais on a dressé un portrait un petit peu un petit peu exagérément noir. En vrai, ça allait. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites depuis le début, c'est qu'on sent que vous dialoguez énormément. Donc, si j'ai bien compris, vous ne travaillez pas officiellement ensemble, mais en fait, on sent, et j'imagine que l'inverse est vrai aussi avec toi, Léa, que Martin te conseille, ou en tout cas, vous discutez beaucoup de vos propres carrières, de vos propres cheminements. Ça, c'était quelque chose que j'avais à cœur de montrer dans ce podcast, parce que je pense que souvent le conjoint est assez caché, et on se rend pas compte en fait de son impact assez énorme, notamment sur un succès ou tout simplement sur plein de décisions de vie. Est-ce que vous vous rappelez de l'un ou l'autre de discussions que vous auriez eues particulièrement fortes pour vous, avec un impact particulier qui vous ont, ou l'autre vous a vraiment remis dans le droit chemin, remis dans le droit chemin, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas vous a influencé, donc vous pourriez me parler. Martin rigole, donc il y a peut-être quelque chose. J'ai l'impression qu'il a une idée. J'en ai une, mais elle a pas grand chose à voir. Je vais la citer en 2 secondes. C'est marrant. Quand on s'est rencontrés avec Léa, bon, d'abord ça a été assez compliqué. Déjà il faut quand même parler. Ça a été assez compliqué ça a pas été simple pour moi enfin déjà au tout début je pense que c'était pas totalement gagné. Tu vois, le deal c'était pas genre elle m'a vu, elle s'est dit ah bah ouais, tu vois, non, pas vraiment, plutôt l'inverse. Donc il a fallu que je déploie un peu de travail. Ça a été 6 mois quand même de séduction avec des moments d'action, des moments d'inaction volontaire, tu vois, des trucs où bon ok je vais laisser un peu le truc se calmer et tout, mais bon j'ai senti que c'était pas gagné et bref. Après, je crois quand on a eu l'occasion d'échanger plus, quand on a commencé à avoir beaucoup de conversations au téléphone, c'est-à-dire qu'une fois, on se parlait plus depuis 2 mois, puis je me disais que c'était mort parce qu'elle voulait plus me parler. Et puis un jour, je reçois un coup de fil et il se trouve que j'étais en Asie, donc j'étais au lit parce que avec le décalage horaire, donc c'était assez marrant. Et donc c'était un très bon moment parce que je venais de me coucher, et puis elle, je sais pas. Et du coup, on est resté 1 heure et demie au téléphone et à la fin de ce coup de fil, je me suis dit bon, elle a réouvert la porte qui était un peu fermée. 2, je pense à travers cette conversation, elle a pu voir un peu au-delà de l'image qu'elle se faisait de moi de l'extérieur, et il fallait que j'arrive à casser ce truc-là parce qu'en fait, c'est le côté star de la musique électronique, c'est pas vendeur avec toutes les meufs. Parce qu'il y a non mais tu te dis qu'il va y avoir des trade-offs quoi. Tu te dis qu'il va y avoir potentiellement des choses comment dire, aide-moi, tu te dis Léa, dis-nous qu'est-ce que tu te disais à l'époque. Tu te dis j'ai pas envie qu'il y ait d'autres nanas qui passent leur vie dans les cabines ou genre. Alors je me suis pas du tout dit ça. Alors ça tu vois. Bon c'est non, c'est vrai franchement. Non, mais bizarrement, pourtant, je suis hyper jalouse. Mais bon, Martin, il m'a donné confiance. Et puis, en plus, encore une fois, je l'ai rencontré, ça faisait un bail qu'il était connu. Donc, je me suis dit, s'il devait... Elle s'est dit, il y aura pas de changement. Les groupies, c'est bon, c'est fait. Il a déjà fait ses bêtises. Voilà. Je me suis dit, ça, c'est fait. Non, c'était pas du tout ça. C'était juste que j'avais peur qu'il pense que parce qu'il était connu, ça allait être facile. Et puis je sais pas, c'était bien qu'il attende, comme ça il était sûr, et puis comme ça il était convaincu, et puis voilà, comme ça on est quand même encore ensemble 17 ans après, quoi. C'est pas mal. C'est plutôt bien. Ça, c'est pas mal. C'était bien. Et puis en plus, tu sais, ce qui était super, parce qu'il voyageait encore beaucoup à l'époque, c'est que en effet on s'est beaucoup parlé, et peu à peu, il a réussi à établir on a réussi à établir une complicité qui était devenue, en fait, je suis devenue addict, en fait, à nos conversations. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, je me souviens très bien, c'était un 1er janvier. Et le 9 janvier, on s'est embrassés pour la première fois. Mais le 1er janvier, je me disais, il m'appelait pas, j'étais très vexée.
Et je me suis dit, mais attends, en fait, je peux plus me passer de ces conversations. Et en fait, je pense qu'on a établi une super complicité et de dialogue. Et peut-être que c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qu'on a conservé dans notre relation. Bien avant tout le reste. Qui est probablement une des raisons pour lesquelles vous restez ensemble longtemps. Et alors, il y a eu un moment très drôle. Ça, c'est un moment marrant dont on peut parler maintenant plus détendu, mais ça a failli un peu chauffer. Moi, j'avais envie de faire du cinéma aussi. Et à la réalisation ou acting? Acting. D'accord. Alors, réalisation, j'ai toujours envie. D'ailleurs, je sais pas si je pourrais, mais on verra. Le message est passé. Très bien. Et donc, comme je naviguais un peu dans ce milieu et que j'étais en contact avec un certain nombre d'agents, etc., j'ai commencé à faire des essais. Et sans trop lui en parler, parce que, c'est vrai, bon. Et alors, bon, j'ai pas breaké la news au bon moment, parce voilà. Et alors là, je me suis pris un retour de flamme très, très violent. Et en fait, là, Léa m'a dit, en gros, DJ, ok, mais acteur, c'est pas possible. C'est mort. Donc c'est en gros. Déjà, j'accepte DJ. Voilà, c'est ça. DJ, parce que DJ, c'était dans la fiche technique du produit. C'est tu ça. vois. C'était mais déjà acté. Acteur, non. Donc là, je me suis dit, attends. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut renoncer par amour, etc. Il y a eu un peu de dilemme et bon. On en a parlé très très calmement et j'ai par amour décidé de totalement oublier cet aspect, voilà, et j'ai fait évidemment mon choix, donc ça j'étais content. Puis en plus j'ai épargné du coup de mauvaises performances d'acteurs, le public français, mais on en a reparlé récemment et je lui ai dit quand même que je voudrais quand même une fois faire un petit. Et donc là maintenant on a un nouveau deal parce que forcément maintenant les années ont passé, il y a de la confiance et puis surtout si tu veux, tu vois j'avais 30 et quelques années, c'est pas les mêmes rôles quand t'as 50 ans. Tu vois, quand t'as 50 ans, on te propose pas le rôle où tu vas être avec la petite meuf, machin. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et en plus, l'idée, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est justement, je te parlais de Jeremy Strong. L'idée, c'est plutôt de faire un tout petit rôle, un peu marrant, un peu décalé. Voilà. Donc ça, sur lecture du scénario, c'est envisageable. D'accord. Voilà. Je ne trahis pas tes mots, hein. Non, mais ce que je trouve génial, c'est que vous dialoguez beaucoup. Et il y a des règles assez explicites de part et d'autre. Non mais tu sais, parfois le problème dans les couples, et j'imagine que c'est encore pire quand il y a des enjeux de célébrité, c'est qu'on se dit pas les choses forcément d'une manière extrêmement claire. Là, il y a beaucoup de clarté, notamment de la part de Léa. Les enjeux de célébrité, si ça joue là, mais ouais, on est en fait, je sais pas comment dire, être en couple avec quelqu'un, c'est un choix et moi, je suis pas très romantique comme nana. Donc, en fait, pour moi, c'est un choix et c'est un deal. Tu fais un choix. Moi, je lui dis toujours à Martin, franchement, je suis le meilleur deal pour toi sur le marché, quoi. Je suis pas Tom Model, je suis pas prix Nobel, mais je suis pas trop chum, je suis pas trop bête. C'était sa punchline. Elle disait, je suis un deal imbattable. Je suis imbattable. Et en plus, j'adore faire la fête, j'adore danser. Je suis prête à t'accompagner sur tous les gigs quand je peux. Sinon... non, mais voilà, c'était un peu la blague, mais oui, je pense que... La blague, c'est au Pacha à 6h du matin. Un soir, je venais de jouer 3 shows dans la journée et je termine mon set à 6h du matin. Vraiment, je n'en pouvais plus. Je vais la voir, je lui dis bon chérie on y va, et là elle me regarde, elle fait 5 minutes comme ça, et là je suis allé dans la loge, je suis allé dans la loge et je me suis endormi dans la loge comme une merde en l'attendant. Non mais pour revenir sur les idées de deal, je pense que tous les couples ont ça un peu. Après c'est plus ou moins explicite. Oui, c'est ça. Nous on en parle et on se donne un peu des accords de ce qui est ok ou pas. Alors c'est pas vrai qu'elle est pas romantique, hein. Alors bon, je suis sûr. Je suis un peu plus fleur bleue qu'elle peut-être, mais là c'est parce qu'elle est dans sa petite carapace là de petit dragon. Mais en vrai, bien sûr, justement c'est ça qui est sympa, c'est quand tu casses un peu la carapace et que tu arrives à accéder à la petite partie douce. Voilà, qui évidemment existe comme vous pouvez l'imaginer. Mais bien sûr. En termes de conseils aussi, vous vous aidez parce que là, on a parlé de deal, on a parlé de ce qu'on peut faire, le mot deal, il est hard, hein, quand même. Et non, moi je trouve ça plutôt bien, tu vois, il faut se dire les choses.
Mais j'imagine qu'il y a aussi du coaching, de l'aide. Vous prenez quand même beaucoup de décisions ensemble. Peut-être aussi toi d'ailleurs, Léa, Martin, t'as parfois aidé aussi dans des prises de décision. Beaucoup, parce que moi, quand on s'est rencontrés, je faisais du marketing chez Givenchy, chez LVMH. Mais j'avais toujours eu beaucoup d'envie créative, un peu un fantasme d'avoir un métier plus créatif. Et après, j'ai continué à bosser en marketing chez Hermès, puis chez Van Cleef & Arpels. Et il y a eu un moment où je suis arrivée un petit peu à un plafond dans mon poste de direction marketing. Et là, Martin m'a beaucoup soutenue. Beaucoup conseillé et j'ai fini par prendre la décision de démissionner sans savoir ce que j'allais faire après. Tu me disais que tu te questionnais beaucoup, tu t'étais beaucoup questionné sur des changements de carrière à ce moment-là. Je pense qu'on se questionne tous les deux beaucoup et les deals, c'est lié à ces questionnements en fait. C'est parce que quand tu te poses les questions, tu poses sur le papier ou comme tu veux, qu'est-ce qui est OK pour toi, qu'est-ce qui l'est pas et t'arrives à un accord, que ce soit en couple ou avec toi-même. Et tous les deux, souvent, on reprend un peu notre vie et qu'est-ce qu'on aime dans notre vie et qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ça, c'est intéressant. Vous le faites avec quelle régularité? Enfin, c'est quelque chose d'organisé au sens où vous dites, je sais pas, une fois par an, ou non, ça arrive comme ça quand non, vous avez besoin? Assez naturellement. Après, moi, tu vois, à chaque rentrée, j'aime bien me dire quelles petites habitudes j'ai envie de changer. Déjeuner plus souvent avec mes filles. Souvent, faut pas se dire que c'est des grands, alors parfois, ça peut être démissionner d'un poste et changer d'orientation professionnelle, mais ça peut aussi être des toutes petites choses dans ta vie. Par exemple, quand j'ai démissionné, je voulais prendre des cafés en terrasse le matin. Tu vois, j'avais jamais fait ça. J'avais toujours bossé pendant 15 ans comme une damnée. Magnifique le café en terrasse. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose. Tu vois, mais en fait, à un moment, moi, je fonctionne comme ça. Il faut que je me l'écrive en fait sur une espèce de to-do, parce que une to-do du kiff en fait. Donc tu restes quand même très orienté résultat. T'as to-do. Ouais. T'as to-do du kiff. On est très organisé. Donc t'organises tes kiffs. Ouais, moi je crois vraiment, mais après moi je fonctionne comme ça, c'est que il faut organiser ton kiff, sinon tu te fais déborder par l'administratif ou c'est pour ça. Nous, tu vois, on s'est rendu compte que si on commence à parler de trucs administratifs ou de chantier le dimanche soir quand t'as couché les enfants, mais c'est clair que tu vas au pugilat quoi. Donc on a des réunions pendant la journée en semaine pour parler des sujets comme ça. Pour les gérer en fait ça c'est comme une de nos dernières des projets. trouvailles qui est la meilleure, c'est d'essayer de plutôt de alors on peut le faire parce qu'on n'a pas des jobs salariés, on est libre et tout, donc évidemment c'est vraiment la chance. Mettre tes projets perso en mode projet pro. Je pense que c'est un peu l'idée quoi. En tout cas, les trucs chiants administratifs, c'est bien de c'est vaut mieux éviter de les mettre le dimanche soir. Mais évidemment, il y a des gens qui peuvent pas faire autrement et donc on pense à eux parce que ceux qui peuvent pas faire autrement, force. Et mais bravo. Au moins qu'ils les planifient quoi. Vous les planifiez. On les planifie avec genre un peu un horaire et un lieu et un truc. En fait, il faut circonscrire les trucs relous, je trouve, et sanctuariser les plages de kiff. Je dirais que c'est ça. Ça, c'est vrai. Après, il y a un truc que je voulais dire à propos de ton choix de passer de la direction marketing à la direction artistique et au fait. Comment ça, on n'en a pas parlé? T'as dit que t'as dit que t'avais décidé de changer de vie. Et que je trouve, ou peut-être là, je t'ai aidé, sur une chose, parce qu'en fait, le problème de Léa, c'est qu'elle vient, par ses parents, du monde artistique et créatif. Elle a toujours navigué au milieu d'artistes. Pour certains, je parle pas pour moi, mais pour certains très doués. Et en fait, évidemment, ça donne un peu plus le vertige et ça lui a beaucoup posé la problématique de la légitimité. Or, on est en 2025. Donc, dans tous les cas, il faut un peu s'affranchir de la problématique de légitimité quand on veut être artiste. On s'en fout, on fait ce qu'on a à faire et puis ça marche pas, ça plaît pas. L'important pour l'artiste, c'est de faire. Donc, voilà. Donc, on a pas mal parlé de ces sujets, mais encore plus en 2025 la thématique de légitimité elle n'existe plus vraiment puisque aujourd'hui on peut du jour au lendemain devenir
expert dans un sujet parce qu'on s'est renseigné, prendre la parole sur les réseaux sociaux ou sur YouTube et devenir quasiment une référence de ce truc-là. Donc c'était important d'essayer d'enlever un peu ce frein, parce que Léa, elle est artistiquement très douée, avec beaucoup de vision et avec beaucoup de champs d'expression possibles que moi je connais, le dessin, le truc, mais effectivement comme elle est assez calée, elle dira toujours que non, mais moi je vous le dis, elle est hyper calée en histoire de l'art, en histoire du design, de la mode, du machin, en fait tout le savoir qu'elle avale tous les jours, parce qu'elle regarde beaucoup, elle lit, elle voilà, forcément c'est des éléments en plus qui donnent le vertige, parce que tu te dis oh là là, regarde lui ce qu'il a fait et comment il a fait et tout, et forcément quand tu fais ça tu fais plus rien, et donc voilà, j'ai essayé de taper, tu vois, un peu sur cette corde de la peur liée à la légitimité, et je crois qu'on est en train d'y arriver. Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? C'est quoi les mots? C'est un peu tout ce que je viens de te dire précisément, mais c'est ce que j'ai dit avant. Moi j'ai en tête quelques trucs. En effet, j'ai amorcé en 2017 cette mue de direction marketing ou de marketing vers quelque chose de plus créatif que je cherchais et qui s'est matérialisé dans mon job chez Duvel Roy, qui est un éventailliste historique à Paris. Et je suis devenue directrice artistique par l'expérience. Et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais du mal à assumer. Je pense qu'il y a un truc de femme là-dedans, d'avoir peur du syndrome de l'imposteur, d'être vraiment là-dedans. Il y a un truc de femme de ma génération, encore plus. Je pense que les jeunes, elles sont moins comme ça. Peut-être de pas avoir fait les études artistiques. Ça, c'est quelque chose qui j'avais vraiment, j'avais fait des études business. Exactement. Moi, j'ai fait une école de commerce et donc je me disais, non, mais j'ai pas le tampon. Et puis Martin a raison. Je pense que mon environnement familial, mon environnement amical, je côtoie tellement de gens tellement doués et pour qui c'est une telle évidence que je me disais non mais bon, moi je peux pas me lancer. Et Martin, en fait, il a cette qualité d'être fonceur, et je crois qu'un des meilleurs conseils qu'il m'a donné, c'est de me dire mais attends, mais lance, et puis si tu te plantes, en fait tout le monde aura oublié demain. En fait il m'a dit mais c'est presque, et en fait il m'a remise à ma place d'une certaine manière. C'est un peu trop d'ego. On ne retient que les succès. Aujourd'hui, il y a tellement d'infos, on est tellement noyé par le truc que de toute façon, dans les milieux créatifs et artistiques, on ne retient que les succès. Et ce qui n'a pas marché, en fait, les gens n'y pensent même pas. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir peur. À la limite, ils le voient même pas. Donc. Et puis du coup, en fait, ça m'a enlevé un gros poids. Et puis. C'est pas venu du jour au lendemain. En fait, Duvel Roy, j'ai fait la direction artistique pendant 6 ans. Et puis, peu à peu, j'ai vu que c'était dans le regard des autres, en fait, que les choses se sont concrétisées pour moi. Et maintenant, je peux dire, OK, je suis arrivée là et je peux le dire. Mais ça a été une vraie mue, quoi. La peau a changé au fur et à mesure. Mais c'est vrai que l'impulsion et le soutien, ils viennent vraiment en grande partie de Martin au début, qui m'a dit, vas-y, jette-toi dans le vide. Et qu'est-ce qui peut se passer, en fait? Vas-y, essaye. Et voilà. Et à l'inverse, quand toi, tu décides de te lancer dans Alma, donc c'est un projet qui est quand même un projet commun puisqu'il porte le nom de votre fille. Donc, carrément, bien sûr. Puis, on peut pas dire que... Elle est évidemment à l'origine de cela, puisque en fait, c'est en découvrant l'audio avec elle, ou en redécouvrant l'audio avec elle, les histoires que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse. Donc lancer des histoires audio pour les enfants. Ouais. Sans écran, pour limiter. Merci. Donc en fait ça fait sens avec tout ce que tu disais précédemment sur les réseaux sociaux, donc pour limiter aussi le temps d'écran. Alors ça peut être aussi des séries, des choses comme ça, mais limiter le temps d'exposition des enfants et leur donner des vraies histoires et des vraies musiques, enfin en fait les faire rentrer en fait dans un univers peut-être plus créatif aussi. Alors, quand j'ai commencé Alma Studio, j'ai acheté la Luni, la première Luni d'Alma, et on a pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Mais moi, en tant que parent, qui écoute aussi, j'étais un peu sur ma faim sur le contenu, voilà. C'est-à-dire que je trouvais l'outil génial. Et en fait, aujourd'hui, l'audio, alors déjà premier préambule, très intéressant parce que voilà, il faut savoir que l'audio, c'est le média de l'avenir. Ça me fait plaisir que tu le dises. Donc, si tu veux, comme on est sur un podcast, tout le monde. Et pourquoi l'audio, c'est le média de l'avenir? Parce que tout simplement, vous connaissez le conflit dopamine-sérotonine. Donc, en fait,
la vidéo, c'est la dopamine, et l'audio, c'est la sérotonine. Très rapidement, dopamine, c'est le plaisir immédiat, avec la notion de récompense, etc. La sérotonine, c'est le calme, l'apaisement, c'est le plaisir long terme, c'est le bonheur en fait. D'une certaine manière, la dopamine, c'est le plaisir, et la sérotonine, c'est le bonheur qui s'inscrit dans le temps. Et quand on regarde une série, voilà, on est hyper excité, machin, on prend beaucoup de plaisir potentiellement si c'est réussi, voilà, mais on construit pas grand chose. Et à l'inverse, quand on écoute un livre audio, un podcast ou autre, eh bien, en fait, d'abord on le fait dans un état, tu vois, je ferme les yeux naturellement, mais complètement. on le fait dans un état qui est bien meilleur pour notre corps, et on le construit dans l'avenir. Donc moi je plus réceptif. Moi je suis vraiment convaincu de ça, et je suis encore plus convaincu quand je pense à cette année. J'ai quand même fait 3 visios avec 3 créateurs de start-up, dont certains très connus, qui sont en train de monter des projets audio pour un pour les enfants, mais les 2 autres pour des adultes, voire pour des adultes un peu âgés. Et donc je me dis, bon, il se passe vraiment un truc sur l'audio, et moi j'adore ce média. J'ai une mémoire auditive, et donc j'étais très heureux de faire ça. Et puis à 40 ans passé, j'avais envie d'adresser la génération d'après, en fait. J'avais envie de me tourner vers les enfants. J'avais une première fille, puis une deuxième fille. On avait des enfants, et j'avais envie de penser à eux et de me dire, il y a déjà plein de boîtes, plein de trucs, mais les contenus, ça peut être mieux, à mon sens. Et personne ne le fait, et effectivement, même encore aujourd'hui, il y a plus maintenant, et ça va se développer et ça va aller mieux. Mais on a un tel retard par rapport aux milliards d'heures de vidéos qui ont été faites pour les enfants, de dessins animés, etc., qu'il fallait y aller. Et j'avais envie de le faire avec mon expérience, mon envie de mettre du talent, de la qualité, des belles musiques, des belles voix, des belles histoires bien écrites, etc. Et ça n'existait pas trop, voire pas du tout. Et donc pour moi, il y avait un truc, une histoire géniale à raconter là-dessus, et je me suis jeté dedans. Dans l'aventure Alma Studio, je pense que à travers cette aventure, Martin il montre aussi quelque chose qu'il avait déjà montré, je pense, en tant qu'artiste, ou que moi il m'a toujours dit, qui était que à travers sa musique, il voulait avoir un impact positif et amener du bonheur aux gens et les fédérer, parce que la musique, c'est vrai que c'est très fédérateur, et je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de ça. Et avec Alma Studio, je pense que tu prolonges un peu cette démarche d'impact positif avec une vision pour la génération future, où tu as été en contact avec beaucoup de spécialistes du développement du cerveau de l'enfant pour développer les contenus et pour t'interroger sur l'impact de l'audio chez les enfants. Et donc Alma Studio, c'est aussi cette idée d'avoir de porter un message et de faire des choses qui vont aider les générations futures, ou en tout cas contribuer à un meilleur développement des générations futures. En tout cas, c'est évidemment, si je peux mettre une petite pierre dans cet édifice, me tourner vers les enfants et les générations futures, parce que ils ont les jeunes et les enfants, évidemment, ils votent pas ou très peu, et donc en vrai, ils sont très absents des débats, notamment politiques, je trouve. Moi, c'est un peu c'est un truc qui me scandalise un peu. Pour moi, on devrait surtout penser à nos enfants quand on prend des décisions politiques, etc. Et je trouve qu'on fait un peu l'inverse. Bon, voilà, je referme ce truc-là. Donc, avec Alma Studio, si je peux avoir un impact positif. Cette année, on est en train de publier des petits récaps là, statistiques, parce que les gens aiment bien, et moi aussi. 2 millions d'heures d'écoute d'histoire audio sans écran pour les petits abonnés d'Alma Studio. Bah, c'est pas mal, c'est un vrai chiffre. Ça fait 2 millions d'heures qu'ils ont pas passé devant un dessin animé, en construisant, en écoutant des choses qui en plus les nourrissent, soit du point de vue vocabulaire, imaginaire, ils apprennent beaucoup de choses sur la nature, le corps humain, l'histoire, donc c'est pas mal. Toi Léa, quand Martin commence à te parler de cette idée au démarrage, donc c'est quand même dans le monde de l'audio, mais ça reste un métier complètement différent, on passe de DJ à entrepreneur, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu lui dis ?
Ah, moi, j'ai trouvé ça super. Alors, Martin, il a toujours été quand même très entrepreneur, très intéressé par le monde du business. Et il était investisseur déjà dans des sociétés, donc ça m'a pas du tout surpris l'idée de développer un business. Le côté audio, en fait, on le vivait vraiment à la maison parce que notre fille aînée, elle avait besoin d'être nourrie constamment et c'était pas un enfant à qui on pouvait relire 14 fois ou faire écouter 14 fois la même chanson ou histoire. Il fallait tout le temps de la nouveauté. Et du coup, j'ai vraiment expérimenté la nécessité d'avoir une plateforme avec du contenu de qualité et de la quantité. Et safe aussi. Et safe, tu vois. Ouais. Et où t'es sur un seul canal, en fait. Parce que quand tu dois aller chercher une histoire à droite, à gauche et tout, enfin, en tant que parent, tu passes la nuit, quoi. Donc, et enfin, comme on en a parlé, il avait ces cycles un petit peu de dépression post-tournée. Je me suis dit, on a peut-être trouvé le relais créatif qu'il fallait, quoi. À ce moment-là, il n'était pas du tout question qu'il arrête ou pas trop, vraiment au tout début d'Alma Studio. Ouais, c'était en plus. Ce qui était un peu ambitieux, en fait. Et parce que pendant un an, Martin, il faut se dire que il tournait encore, pas encore full comme quand on s'est rencontrés, mais il tournait. Et puis lundi matin, il était à 8h au bureau avec une équipe pour Alma Studio. Donc c'était un peu fou cette année-là. Puis après il y a eu le confinement en gros parce que ça a commencé septembre 2019 et après on a eu le confinement en mars. Ouais. Mais en mars, je me souviens, il envoyait des kits de micro à des acteurs, c'était assez marrant. Ouais. Donc non, un super projet qui réunit plein de talents et de passions de Martin et puis qui avait un sens familial quoi. Je trouvais ça super beau que ce soit pour notre fille. On a tous fait des voix. Moi, j'ai fait des illustrations. Puis maintenant, il faut trouver un projet pour notre deuxième fille, sinon elle va te faire un procès, je pense. Ouais. C'est sûr. Non, puis il y a un truc qui est ouf, tu sais, avec l'audio, c'est que en fait, tu peux faire tout de suite beaucoup très vite bien. En fait, quand tu travailles sur un projet, un magnifique projet de film pour enfants, c'est le truc ultime. Il y a dans les dessins animés, tout n'est pas acheté évidemment, hein, on est bien d'accord. Et il y a, moi, je trouve que Wall-E ou Ratatouille, c'est de véritables chefs-d'œuvre pour les enfants, mais aussi pour les parents. Et c'est vraiment magnifique. Mais pour réaliser ça, c'est des équipes en centaines de personnes avec des années de travail, etc. Ce qui est assez génial dans l'audio, c'est qu'avec une petite équipe très créative et un peu débrouillarde, en fait, tu peux te faire un film audio, nous on en a beaucoup sur Alma Studio, en 3 mois. Et il y a tu vois, ce côté un peu immédiat, un peu comme quand tu prends une photo, tu sais, tu prends ton appareil photo, tu pars dans la rue, tu sais, il y a ce côté un peu que je trouvais quand même très séduisant et que je trouve toujours aussi séduisant. Est-ce que quand tu as lancé ce projet, tu l'as tout de suite annoncé publiquement? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as eu une petite appréhension? Parce que quand on a réussi quelque chose dans la vie, souvent lancer un deuxième projet derrière, c'est pas facile parce qu'il y a une pression sociale en fait. Oui, je l'ai annoncé tout de suite publiquement, dès que ça a été suffisant, dès que ça a été présentable. Au début, c'était trop petit. Quand il fallait accepter quelques mois que le catalogue puisse grandir un petit peu, que nous on puisse trouver un peu comment ça allait être perçu par les enfants, par les parents. Quand on a trouvé un peu nos marques, je l'ai évidemment annoncé, je le défends et j'ai envie de te dire que maintenant, aujourd'hui, on est bien, tu vois, on a un peu plus de 20 000 abonnés, ne serait-ce qu'en France. On vient de lancer aux États-Unis et on arrive et on s'en sort. On gagne pas d'argent, mais on s'en sort, ce qui est déjà énorme, parce que il y a beaucoup de startups qui perdent pas mal d'argent, tu vois, tous les mois. Nous, c'est pas vraiment notre cas. Et en même temps, je te disais, il y a des millions d'heures d'histoire audio écoutées par les enfants. Donc ça, c'est déjà gagné. Donc voilà, c'est vrai que d'un point de vue business, c'est pas forcément gagné, ça va pas forcément devenir la prochaine licorne française. Mais est-ce que c'était le but? Non, en tout cas, c'est certainement pas le premier but. Ça c'est sûr, ni même peut-être le deuxième. Le premier, c'est de faire quelque chose qui a du sens, qui peut et en même temps de construire quelque chose. Parce que là, c'est magnifique. Finalement, pendant les 25-30 premières années de ma vie, j'ai construit sans le savoir un peu, ou malgré moi, un catalogue de musique. Là, je construis un catalogue d'histoire audio pour enfants. C'est génial. Je crois que Martin, il a pas trop peur de l'échec. C'est comme si c'était pas
dans le champ des possibles. Je sais pas comment t'expliquer. Alors que moi, justement, dans ma transformation, je pensais qu'à l'échec. Et un peu avec ce truc un peu pervers de autoréalisation si tu penses trop. Bah, Martin, en fait, c'est pas que c'est prétentieux, c'est juste c'est pas dans le champ des possibles. Et puis alors, j'ai pu me confronter à quelques start-upers, j'ai envie de dire, depuis quelques années. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que on avait ce trait en commun. Effectivement, en fait, l'échec, il est tous les jours. Il y a tous les jours, on essaye des trucs qui fonctionnent pas. Faut être clair. Voilà. Mais juste, hop, ça n'a pas marché. C'est pas un échec. C'est juste les trucs qui marchent pas, bah on oublie. Et puis les trucs qui marchent, on pousse. Tu vois, en fait, c'est ça le truc. Et alors aujourd'hui, c'est quoi ton rôle chez Alma ? Eh bien, mon rôle, c'est encore pas mal de trucs parce que j'ai encore pas mal les mains dans la machine opérationnelle pour que tout se passe bien. Mais bien sûr, mon rôle, c'est surtout d'orienter la direction créative, éditoriale, de trouver des idées, des talents à associer pour proposer les meilleurs contenus possibles aux enfants. C'est vraiment ça. Donc il y a un côté ça c'est très pompeux, mais un peu directeur de studio, tu vois. Directeur artistique en fait, pour oui. artistique version musicale quoi. Oui. Voilà, je le dis avec mes mots. Les titres sont un peu pompeux, mais l'idée c'est ça. Et est-ce que maintenant votre projet de vie de couple, c'est de continuer à avoir un peu ces différentes activités en même temps ? Parce que donc toi Léa, tu es à ton compte directrice artistique avec plein d'idées, plein de nouveaux projets. Martin, toi t'as Alma, mais en fait tu m'en as déjà parlé, bah en fait il y a plein d'autres idées qui pourraient devenir, peut-être même revenir à certains aspects de la musique différemment derrière, etc. En fait on sent que vous avez quand même une soif et une envie de projet, de vous lancer, de créativité aussi, qui est énorme. Et donc ma question c'est pourquoi, s'il y a une raison, est-ce que vous stabilisez pas sur un truc ? Et deuxièmement, comment est-ce que vous faites du coup pour tout concilier en même temps ? Parce qu'il y en a beaucoup quand même en même temps. Alors moi, j'ai alors une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le monde corporate, c'était le cloisonnement justement. Je trouvais ça assez pesant et limitant que quand t'es en marketing, tu peux t'exprimer que sur le marketing, aussi parce que les gens sont assez territoriaux. Et donc justement le décloisonnement et le fait d'avoir des projets multiples, je trouve qu'en fait ils se nourrissent. Oui, ça peut paraître beaucoup sur le papier, mais en fait chaque chose finalement a une connexion avec l'autre. Et du coup, un truc que tu débloques sur ton projet A va t'aider sur ton projet B d'une certaine manière. Donc je le vis vraiment comme ça, comme un maillage qui se nourrit. Donc pas comme une charge du coup. Et après, pour l'organisation, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'essaye d'avoir des journées allouées à chaque projet. C'est un peu l'idée. Donc tu mélanges pas les différents projets au sein d'une même journée, pas vraiment. Ouais, ça dépend de ce que tu as à faire, quoi. Mais ouais, je pense qu'il faut un peu cloisonner. Parce que d'une certaine manière, si dans une journée, tu penses que tu vas gérer tous tes projets, tu vas être frustré à un moment. Parce que t'arriveras pas, en fait. T'y arriveras pas. Donc, je préfère être moi, j'essaye d'administrer mon temps, en me faisant des to-do assez réalistes, parce que je trouve qu'il y a rien de pire que d'arriver à la fin de ta journée et de te dire que t'as pas fait tout ce que tu voulais faire. Donc, je dirais que c'est un peu ça, mon idée. Et vous Martin est jamais. Hyper organisé aussi. Si, on s'engueule pas mal. Hein. Non, mais vous ennuyez jamais. Pardon. Le lapsus qui tue. On va parler peut-être des engueulades aussi, mais l'ennui n'existe pas trop. Ah non, l'ennui, c'est vrai que l'ennui, non. Comment tu peux t'ennuyer dans le monde ? Il y a toujours un livre une œuvre à regarder, un film à regarder, je sais pas, non ? Ouais, puis de temps en temps, on a juste besoin de dormir parce que. Puis après, on dort aussi. Parce que franchement, on est crevé quoi, comme dirait Gaillard. Maman, moi je suis crevé. Ça c'est notre petite fille qui nous dit ça. Non. Mais tu préfères être crevé et avoir plein de projets. Mais oui, bien sûr, évidemment. Mais oui. Mais parce qu'il te donne une autre énergie. Enfin, c'est sûr. Non, puis c'est vrai que petite pensée à tous les parents qui nous écoutent. C'est aussi un taf. Hein. Voilà. Ça clairement. Moi, en arrêtant de bosser et en vivant un peu à Londres, j'ai réalisé à quel point en France c'était
quasiment péjoratif d'élever ses enfants, quoi, d'être mère au foyer. Et quand tu vas à Londres, il y a des mamans qui sont vraiment dédiées à leurs enfants, qui font faire un paquet de trucs dingos à leurs enfants, qui du coup sont des enfants hyper épanouis, qui parlent plein de langues, qui sont hyper créatifs et sympas. Et en fait, je suis un peu revenue sur mon idée de la femme au foyer et j'ai trouvé que c'était un vrai métier. Et quand on me demande ce que je fais, Alma, notre fille aînée, elle rajoute toujours « Et puis tu nous élèves aussi, maman ». Et elle a pas tort. En fait, je crois qu'en France, c'est pas assez valorisé ce côté. C'est un vrai métier d'élever, vraiment élever au sens les êtres humains qui est de demain, quoi, d'en faire des êtres un peu ouverts, tolérants, curieux. La curiosité, ça c'est un peu un truc de notre couple aussi, je crois. Pour terminer, j'ai toujours les mêmes questions à la fin de l'épisode et j'aimerais bien vous les poser à tous les deux. Est-ce que vous avez vécu l'un ou l'autre, ou ensemble peut-être, un grand échec ou un moment de doute difficile, d'un peu de crise existentielle peut-être, dont vous pourriez me parler pour qu'on en apprenne aussi qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? Tu l'as ou pas? Non, vas-y, commence parce que je vais peut-être le... Moi, je pense que j'ai eu deux... Alors, dans mon expérience professionnelle, j'ai été très jeune manager d'une équipe qui était mes pairs. Qui avait ton âge à peu près, c'est ça? Qui avait mon âge et qui étaient mes collègues avant. Et en fait, j'ai connu une ascension un peu rapide et je me suis retrouvée à être leur boss, sans y être préparée, sans coaching. Et ça s'est mal passé, franchement. Pourquoi ça? Parce que j'étais beaucoup trop dure. Je pense que j'étais super insecure et donc beaucoup trop dure, que j'ai pas été coachée. Et je pense qu'il faut être préparé à ça. Et ça a été un moment de ma vie professionnelle extrêmement difficile. Parce que j'ai été pour la première fois remise en cause. Quand t'es hyper bon élève, c'est super dur quand tout d'un coup tu te sens questionné et que tu te sens que t'es pas bon dans ce que tu fais. Donc ce que j'en ai tiré, c'était pas mal d'humilité et que je pense maintenant à chaque fois quand moi j'ai eu des nouvelles étapes professionnelles ou quand des amis autour de moi, je leur dis il faut se faire accompagner. En fait, il y a des steps qu'on peut pas prendre si on n'a pas un regard extérieur. Donc ça a été quand même ça m'a bien secouée. T'avais quel âge à peu près? J'avais 27 ans. Je suis devenue chef de groupe chez Givenchy et franchement j'étais pas bien préparée et ça a été un peu un trou d'air. Et je dirais qu'une autre période difficile, ça a été quand j'ai arrêté Van Cleef & Arpels. J'avais vraiment sous-estimé l'importance qu'avait mon titre et comment je me définissais. Et qu'en fait, du coup, là, j'arrivais à des dîners et c'est hyper parisien, je pense. On te demande ce que tu fais. Et là, je savais plus trop quoi dire. Et en plus, j'étais femme d'eux. Et moi, qui avais toujours été hyper indépendante et fière de mon indépendance, ça a été super dur. Et là, j'ai dû... apprendre à accepter ça, apprendre à accepter pendant un moment d'être en effet femme au foyer et mère de famille et voir toute la beauté qu'il y avait là-dedans, comme je disais, et toute la fierté qu'il y avait à en retirer. Et après, quand j'ai recommencé à bosser et que j'ai fait ce nouveau chemin vers la direction artistique, inventer, non, mais écrire un peu mon storytelling, qui est plus juste un titre qui te définit. Mais j'ai trouvé que ça c'était pas évident et je l'avais complètement sous-estimé. Pour moi, ça allait être cool et j'allais enfin faire ce que je voulais. Et en fait, cette espèce de trou d'existence sociale, je croyais que c'est que de la façade, que j'étais beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle comme pas fille. affectée par le regard des autres. Pas affectée par le regard des autres. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc, là aussi, une bonne leçon d'humilité et de qu'est-ce qui est vraiment important et comment tu te définis. Et du coup, ça t'oblige à aller chercher vraiment ce qui te définit. Et ça, c'est pas des périodes hyper faciles. Hein. Ça gratte un peu, quoi. Merci d'avoir partagé ça. Ouais, c'est vrai que t'as bien passé cette étape. C'était au tout début, c'était un peu difficile. Moi, il m'est arrivé un truc marrant à 21 ans. J'avais commencé à gagner un petit peu d'argent. J'habitais encore chez mes parents
Et j'avais sorti un disque qui avait marché l'année d'avant. Et donc, j'avais gagné un peu d'argent. Et j'étais sorti du foyer fiscal de mes parents. Et en fait, j'avais pas du tout prévu. J'avais jamais payé d'impôts. Et en fait, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Et en fait, je les avais pas. En fait, c'était pas mal d'argent. Je roulais pas sur l'or et j'avais plein de matos à acheter. J'avais plein de trucs à faire. Donc, j'avais pas du tout mis d'argent de côté. Et du coup, je me suis dit, merde, là, c'était, je sais pas, 10 000 balles, 10 000 euros à peu près, un truc comme ça. Pardon pour le... Bref. Et donc, je me dis, je suis pas bien. Et je suis allé voir mes parents en me disant, bon, bah voilà, j'avais pas prévu, ils vont m'aider. Et ils m'ont dit, tu te démerdes. Et en fait, c'était vraiment, vraiment un bon move de leur part. En fait, je sais même pas si je leur en ai pas trop parlé, mais ça c'était vraiment une très bonne idée et c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé de cette histoire-là. C'était vraiment une bonne idée parce qu'en fait, ça m'a mis un peu une claque, mais ça m'a vraiment mis pas mal je pense de poids dans la tête à ce moment de la vie. On est encore tout petit quand on a une vingtaine d'années et ça m'a je pense que ça m'a bien aidé à me construire. Et donc je me suis effectivement débrouillé. J'ai monté un faux groupe de musique avec un avatar que j'ai vendu à Sony Music. J'ai fait un truc comme ça et en fait je me suis débrouillé pour réussir à aller chercher une avance mais que j'ai remboursé. Enfin, j'ai pas laissé de casserole, hein. Mais c'est vrai que oui, en 2-3 mois, il fallait que j'arrive à mobiliser quand même une somme que j'avais vraiment pas et ça n'allait pas avec mes revenus de DJ de l'époque, quoi. Qu'est-ce que ça t'a appris? Créatif en toutes circonstances. Non, mais c'est vrai que nous c'est une question qu'on se pose beaucoup parce qu'on élève nos enfants dans énormément de confort et nous tous les deux on n'est pas nés dans énormément de confort. Léa particulièrement et moi beaucoup, mais beaucoup moins que les gens avec qui j'étais parce que j'étais à l'école à Neuilly avec des enfants qui avaient énormément voilà, et moi j'étais en proche banlieue dans les Hauts-de-Seine et mes parents ils avaient pas les mêmes moyens et en fait c'est trop n'aide pas forcément les enfants, j'ai l'impression. Donc nous on a un peu pour l'instant les filles elles sont encore un peu petites mais on a quand même cette idée en tête et de pas forcément tout mettre directement dans la bouche parce que ça faut avoir un petit peu faim. Moi je crois vraiment à ça, quoi. Est-ce que si vous aviez quelque chose à refaire, vous referiez quelque chose différemment? Et si oui, quoi? Je te vois sourire, Léa. Moi, si je me recroisais à 23 ans, je me dirais, allez, fais-toi confiance, ça va aller, lance-toi, quoi. Plus vite. Plus vite. Ouais. Même si j'ai adoré ces 15 années dans le monde corporate et marketing et j'ai énormément appris, j'ai rencontré des gens étonnant et intéressant, mais je me dis que j'aurais dû me lancer plus vite dans quelque chose de beaucoup plus créatif et on m'a proposé des jobs beaucoup plus créatifs quand j'avais une vingtaine d'années, mais à chaque fois je me suis dit non, j'ai pas le diplôme, non, je vais pas y arriver et ouais, non, franchement, et je le dis à mes filles, faites-vous confiance, essayez, allez-y, quoi. Plantez-vous peut-être, mais allez-y. Et moi c'est ça que je ferais différemment. Et toi, Martin? Moi j'ai pas de regrets, non, je changerais rien. Je sais aussi qu'il y a une part des choses qui sont arrivées qui sont le fait du hasard, sincèrement, de la chance un petit peu ou de la malchance. Donc j'ai eu globalement beaucoup plus de chance que de malchance, donc je suis très heureux et j'ai pas vraiment de regrets. Alors, qu'est-ce que tu trouves beau? Qu'est-ce que tu trouves beau, soit au sens esthétique, littéral, ou au contraire juste métaphorique? Souvent les détails. Quand dans un scénario, dans un film, je vois un scénariste de génie qui utilise un détail, qu'on va avoir un plan de 1 seconde à un moment, et en fait on va se rendre compte que ça va devenir une clé incroyable de développement de l'histoire. Je me dis
Beau geste. T'as un film qui te vient à l'esprit? Je pense que tu peux prendre n'importe quel David Fincher, par exemple, pour être dans des choses comme ça un peu, voilà, par exemple. Et sinon, ce que je trouve beau, d'un point de vue plus métaphorique ou plus large, c'est les choses qu'on fait sans contrepartie. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire plus maintenant. Que quand on est très jeune, c'est normal, on fait assez peu ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup sollicité par, notamment par... Alors, là, je me mets en danger. Ne m'envoyez pas tous vos enfants, je vous le dis tout de suite, je ne peux pas tout gérer. Voilà, mais en moyenne, je dirais 2 fois par mois, je rencontre un jeune artiste, un jeune talent... qui me demande soit alors à différents niveaux de développement, voilà, et je suis vraiment heureux de le faire, et je pense que ça a de la valeur parce que je n'ai rien à gagner en fait, et donc voilà, ça, en règle générale, donner des choses sans contrepartie, ça c'est beau. Un peu comme avec ce podcast. Mais tu sais, c'est rigolo parce que ça fait partie de ma ligne éditoriale. Je dis ça en rigolant, mais ça, c'est assez juste. J'essaye vraiment d'inviter des personnes qui n'ont rien à vendre. Ouais, bah oui, c'est sûr. Parce que ça change quand même l'état d'esprit, tu perds la sincérité, tu vois. Et donc, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et toi, Léa, quelque chose qui te vient à l'esprit sur le beau? Qu'est-ce que je trouve beau? Le beau, c'est ta vie. Ouais. La quête du beau. La quête du beau. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je trouve beau? Je trouve ce qui est beau, c'est ce qui va me surprendre, m'éveiller, m'émerveiller. Et je trouve que ça, tu peux le trouver dans le quotidien, partout. Quand tu marches dans la rue, tu trouves une feuille qui est posée d'une certaine manière, l'alignement d'immeubles, aussi bien que dans un musée. Et c'est vrai que je suis sensible au beau. Je trouve que c'est dommage de pas s'entourer de beau, et chacun a sa sensibilité au beau. Le film de Wim Wenders. En fait, c'est ça ta définition du beau. Ouais. Comment il s'appelle déjà? Les ailes de l'amour, les ailes non, c'est pas les ailes du désir. Non, c'est tu sais, celui du monsieur qui nettoie les... Non, mais c'est un film extraordinaire. Il faut mais ne croyez pas que c'est un film sur un monsieur qui nettoie des toilettes à Tokyo. Vous le vendez pas très bien. Non, mais parce que c'est un film extraordinaire. C'est un film sur la contemplation de ton quotidien. Mais en fait, je trouve que en fait, c'est ma mère qui m'a appris ça. Ma mère, Perfect Days. Et c'est vraiment un film. C'est vraiment un film Perfect Days. Quand t'as vu ce film, t'as passé une Perfect Day. Bah, je vais le regarder. Parce que c'est vraiment cette capacité à s'émerveiller de tout au quotidien et de voir dans chaque chose un peu de poésie et un peu de beauté. Et donc, c'est au musée, c'est en écoutant un concert, mais c'est aussi sur le trottoir en allant à l'école. Et ouais, le beau, c'est important. Franchement, la vie est trop courte pour avoir du moche autour de soi. Alors tu me fais une belle transition parce que je vais quand même vous demander qu'est-ce que vous trouvez laid, qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui vous énerve. Beaucoup de choses, attention. Alors c'est le moment. Les typos moches sur les enseignes. D'accord, c'est précis. Ah ouais, moi je peux pas aller dans un restaurant. On peut parler du logo de KLM, désolé. Il y en a pas mal. Je t'invite à regarder, il y a un compte qui s'appelle Torture Esthétique, qui est assez intéressant là-dessus, assez instructif. Non, ouais, toutes les typos moches et les éclairages moches. Et il y a beaucoup de choses moches qui nous irritent. Il y en a beaucoup. En fait, ce qui est vraiment moche, c'est vraiment le tiède. Ça, c'est vraiment moche. C'est-à-dire qu'en fait, alors là, j'allais balancer un gros truc. Là, je vais quand même pas le dire. Si tant pis, je vais le dire. Je vais pas citer le nom, mais tu vois, quand tu vas dans un hôtel qui est supposé plaire à tout le monde, tu vois, très fonctionnel, machin. Là, c'est très dur. Là, c'est très dur. Là, il y a et alors notamment dans ces hôtels, il y a parfois des choix qui ont été faits, et là souvent ils sont un peu compliqués. Non, et puis bon, après, ce qui est moche, au-delà de l'esthétique pure. Donc en fait, pour terminer l'idée, parce que c'est pas très sympa ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que en fait, finalement, ce que moi je trouve moche, c'est les choses qui sont supposées plaire à tout le monde.
finalement. Et donc voilà. Et qui plaise à personne du coup. Et qui finalement voilà, c'est ça. C'est vrai, ça c'est vrai. C'est vrai que le manque de parti pris, c'est un peu moche. Et Leçon numéro 1 de marketing quand même. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu plairas à personne. Voilà, exactement. Et non, mais si on s'élève un peu, je pense que le truc que je trouve le plus moche, c'est le manque de curiosité chez les gens. Ouais. Est-ce que vous avez des citations ou des maximes ou des mots qui, à un moment, ça peut être même votre maman qui vous en a parlé à un moment, mais une citation, une maxime qui vous a marqué un moment dans votre vie, dont vous pourriez me parler et pourquoi? Moi, j'en ai une que je répète un peu comme un mantra. Alors, dans sa version du quotidien que je dis toujours à Léa, c'est le pire n'est jamais certain. Parce que c'est vrai que parfois, il se passe des trucs un peu contraires et on flippe un peu. Je lui dis, chérie, le pire n'est jamais certain. Et en fait, le pire n'est jamais certain. Évidemment, bon, ça c'est du langage courant, mais en revanche, du coup, j'ai regardé. Il y a une belle citation de Montaigne qui est assez géniale et elle est très inspirante. C'est ma vie est pleine de terribles malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés. Et en fait, nos vies sont effectivement pleines de terribles malheurs dont la plupart n'arrivent jamais. Et c'est vrai que garder ça en tête, c'est sympa. Et c'est vrai que Montaigne, il était assez chaud pour les citations. Et toi, Léa, il y en a une qui me vient à l'esprit? C'est pas de maxime, mais c'est cette idée, on revient à cette idée de la peur de l'échec et de se dire qu'il faut y aller malgré que cette peur en fait elle ne concerne que moi finalement. C'est plus autour de ça et du coup tu te dis mais en fait fais ton truc, personne te regarde. Et puis, au mieux, tout le monde te regardera si ça marche, quoi. Si ça marche. Ouais, voilà. Donc, voilà. Mais j'ai pas vraiment de maxime que je me répète. Un sujet sur lequel vous avez déjà changé d'avis? Ma vision des femmes au foyer, je pense, ouais. Comme on disait tout à l'heure. Tu sentais que t'étais un peu dans le jugement, c'est ça, avant? Ah, clairement. Moi, j'étais très... en fait, ma rébellion à moi, comme j'ai été élevée dans une maison un peu hippie et très intellectuelle, universitaire, moi, je suis devenue super corporate girl, quoi. Et du coup, mais je trouvais ça fou, quoi, d'être femme au foyer, et je jugeais carrément, et j'étais super dure. Et la vie, la maternité, les expériences et les échecs un peu, ça t'assouplit. Et ça te rend plus tolérant et ça te fait changer d'avis et ça te fait grandir. Et toi? Moi, je change d'avis tous les jours. Je me suis fait cette réflexion, j'avais lu cette question et je me suis dit, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, je change d'avis évidemment tous les jours. Heureusement, je crois, et on change en fait d'avis tous les jours parce que sinon ça veut dire qu'on ne progresse pas. Parce que forcément, comme t'es d'accord, forcément on avait quand même tort sur plein de trucs. Par le passé, et comme aujourd'hui j'ai sûrement tort sur plein de trucs, forcément on change d'avis pour essayer d'avoir un peu moins tort ou en tout cas mais oui moi je change beaucoup d'avis évidemment. Mais la beauté de l'âge, je trouve que tu t'accroches moins à tes certitudes. Je trouve que moi ce qui définit un adolescent c'est qu'il est dans la certitude et c'est génial. normal, tu construis génial. Comme ça et c'est super. Ça c'est de la merde. Ouais, ça exactement. c'est trop bien. Okay. Et 2 mois après le sac était de la merde, c'est trop bien. Et mais maintenant c'est devenu. Mais la beauté de l'âge, c'est que du coup, tu t'assouplis quoi, et du coup, oui, tu changes plus d'avis et tu le reconnais plus, et c'est ok, et c'est très bien. Et tu t'assumes plus aussi d'ailleurs. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est une opinion, pas du tout forcément politique, ça peut l'être, mais c'est pas forcément le sujet. C'est plus une opinion et vous constatez que le monde autour de vous n'est pas en phase, en fait, n'est pas aligné, ou vos amis, votre famille, etc. Votre milieu social, on va dire. Moi j'en ai une claire, c'est que en fait donc c'est pas vraiment une opinion, non, c'est pas, je réponds pas bien à la question là. Un truc qui me dérange, c'est que aujourd'hui le narratif prend trop de place par rapport à la réalité. Qu'est-ce que tu veux dire? Que plutôt que la production, ce qui compte, c'est le storytelling que tu fais autour. Non, c'est pas. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas lié à la musique. C'est plus. Mais de toutes les productions. C'est que l'histoire est presque plus importante que le produit, quoi. C'est ce que tu dis. Ouais, mais là, en fait, je parle pas de produit. En fait, là, je parle de politique. C'est-à-dire qu'en fait, le système actuel fait en sorte que le mensonge
puisse devenir vérité parce qu'il est raconté d'une certaine manière et avoir quand même des impacts quand même massifs sur nos sociétés. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu, mais ça a rien à voir avec ta question. En fait, mais je suis obligée de te pousser un peu et tu me réponds pas si tu veux pas, mais tu fais allusion à quoi? Je sais pas, tu penses vraiment que Donald Trump peut être élu si on est dans un monde où les faits sont checkés de manière objective, sachant que la liste, il y a des gens qui l'ont fait, je crois, qui ont établi la liste de toutes les fausses vérités ou des mensonges éhontés qui ont été dits et rappelés et répétés pendant sa campagne, bastonnés au point que ça devient réel pour son public ou son audience. Ouais, ça me questionne quand même, ça. Mais est-ce que tu penses que c'est plus le cas maintenant? Comment ça? Tu penses que c'est plus le cas maintenant à cause des réseaux sociaux, peut-être d'ailleurs, qu'on arrive à... ça n'a jamais été à ce point-là. Et j'avais une discussion avec mon équipe aujourd'hui sur l'audiovisuel public. Aujourd'hui, tous les audiovisuels publics sont en grand danger et ils ont leur part de travail à faire probablement et d'amélioration. Mais moi, je pense que l'audiovisuel public devrait être sanctuarisé et indépendant et devenir indépendant comme un ministère de la justice, en fait, parce que la perte du référent réel, fait, vérifié, etc., est quelque chose qui m'inquiète. Et notamment sur la partie éditoriale information, ce serait quand même important que les faits puissent être... Enfin, ça me semble important. Et donc là-dessus, il y a un vrai... Pour moi, il y a un vrai sujet. Toi, Léa? Je suis pas trop d'idée là-dessus. T'as tout à fait le droit. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a un livre, ça peut être une musique, ça peut être un film, tout ce que vous voulez, un objet culturel, une œuvre d'art, qui à un moment dans votre vie vous a particulièrement touché? Je veux bien que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est que cette œuvre et pourquoi. Heureusement qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. Oui, sinon, non mais une, tu vois, en particulier. Moi, j'ai un moment, quand j'ai lu cette question, j'ai un moment précis qui me vient. C'est après les attentats du 13 novembre. Moi, j'étais pas sur les lieux des attentats, mais j'étais pas loin. Et du coup, j'ai été dans la zone qui était fermée aux voitures. On avait déjà notre fille. J'ai pas pu rentrer chez moi ce soir-là. Martin était sur une croisière fête où il y avait eu un drame. Il était enfermé au Mexique. C'était lunaire le truc. Non, c'est une des histoires les plus délirantes. C'était très bizarre comme. Bon, bref. J'ai rien vu de traumatisant, ni vécu de traumatisant, mais j'étais quand même pas super bien, comme tous les Français et les Parisiens, après ces attentats. Et quelques semaines après, on est allé à Florence avec Martin, et on est allé visiter les offices. Et en fait, je peux pas te parler d'une œuvre en particulier, mais je me souviens de m'être dit, devant tant de beauté, ok, ça a traversé les siècles, et ça a survécu à beaucoup de barbarie. Et en fait, dans ce moment d'atrocité et où on a été quand même tous bouleversés, et de me retrouver dans un lieu, une sorte de sanctuaire de la beauté qui a survécu à déjà tellement de guerres, je sais que ça a été une émotion qui était par-delà l'esthétique, en fait. Oui, par la beauté, en fait, je me suis dit, la permanence de ça face à la barbarie, et ça reste un souvenir hyper fort. Et je dois dire que quand je vais pas super bien, moi, mon remède, c'est d'aller dans une exposition ou un musée et de te confronter à des choses qui vont traverser des siècles. Je trouve que ça te remet à ta place, c'est comme de faire une séance de respiration pour moi. C'est comme ça te remet les choses en perspective. Et je pense que c'est ça, moi, mon émotion esthétique dont vraiment je me souviens et qui m'a un peu remise sur pied après cet épisode. Martin. Alors, je lis assez peu de romans, effectivement, mais j'avais envie de partager quand même plutôt une idée de roman. Je trouvais ça plus sympa. Donc, j'ai envie de dire Martin Eden de Jack London. Parce que je sais pas si tu connais. Si. Parce que je me suis rendu compte que c'était un livre.
C'est un livre assez majeur. Les gens qui lisent beaucoup, ils l'auront sûrement lu. Mais c'est un livre qui est finalement pas si connu que ça. Et je pense que c'est un livre assez puissant et en même temps pas plombant, parce que moi j'aime aussi parfois des trucs un peu sombres. Donc voilà, ça c'est un livre plutôt assez positif qui raconte bien l'époque, fin du 19e siècle, début du 20e. Donc c'est un moment dans lequel on aime bien se projeter aussi, parce que c'est finalement un moment plutôt agréable de l'histoire. Un roman d'aventure quand même. C'est pas vraiment un roman d'aventure, c'est plutôt l'ascension d'un mec qui part de pas grand chose et qui veut faire sa percée dans le monde littéraire, et il le fait par amour, et il va réussir à faire sa percée, mais malheureusement il va rater l'amour. En tout cas à peu près, et enfin c'est très bien ficelé, bien écrit, c'est un beau roman. Tous les deux, je voulais vous remercier pour le temps que vous m'avez consacré. C'est extrêmement généreux de votre part. Je vous remercie d'avoir accepté d'être mes cobayes pour ce premier épisode de podcast en couple. Ouais. C'était très précieux. Est-ce qu'il y a peut-être, à l'aune de tout ce qu'on s'est dit, de toute notre discussion, même s'il va falloir que je te demande cette histoire de croisière derrière, peut-être quelque chose que vous auriez envie de rajouter, quelque chose que vous auriez envie de faire passer comme message à l'audience? Non, mais moi je pense le message que j'ai envie de faire passer, déjà, si vous êtes arrivé jusque là, bravo. Si vous avez vraiment tout écouté, ouais, c'est ça, parce qu'après tout est dans ce qu'on a dit, beaucoup de choses. Donc si vous avez vraiment tout écouté, bravo, et merci de votre attention. Merci à vous deux. Merci Pauline. Merci.